Bonjour à tous. Dès lundi, il faudra donc choisir en dehors de notre foyer. Nous ne pourrons avoir des contacts rapprochés qu'avec une seule personne. Ça porte déjà un nom, la bulle de 1. Mais comment choisir? Comment allez-vous vous organiser? Reportage Simon Brême, Alison Delpire. Céline a été un peu catastrophée en apprenant que sa bulle allait être réduite à une personne en dehors de son foyer. C'est super dur parce que probablement que je ne choisirai pas la même personne que mon compagnon. Alors est-ce qu'elle peut venir ici? Est-ce qu'elle ne vient pas ici? Est-ce que je dois la voir à l'extérieur? Il n'y a plus de resto, il n'y a plus de café, donc on se voit en rue. Enfin, tout ça est un peu bizarre quand même. C'est pas très humain, on va dire. Et puis, comment choisir cette fameuse personne? Ce que je vais faire, c'est que je ne choisirai pas cette personne, vraiment. Je vais continuer à rester masquée le plus possible. Je vais limiter mes contacts à ma famille, évidemment, mon foyer. Je suppose que je verrai mes sœurs, mais toujours masquées aussi, parce que j'ai 3 sœurs et c'est pas évident de choisir entre les 3. Mais Céline est loin d'être la seule à se demander comment s'organiser avec cette nouvelle mesure. C'est embêtant pour nous, une personne, moi j'ai 2 sœurs et un frère, je fais quoi? Je choisis entre. Donc voilà, c'est un peu délicat, disons. Je trouve que c'est un petit peu compliqué quand on a des grands-parents. En voir un seul de cette manière, je trouve ça un peu compliqué. Mais bon, les règles sont là pour être respectées. Et certains ne comprennent pas tout à fait l'utilité de cette mesure. Moi, je pense que c'est un peu illogique et un peu trop aussi sévère par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas là pour vérifier, ils ne sont pas là pour voir. Donc il y a tellement de gens qui ne respectent pas que voilà, au final, le corona, il se propage quand même. Les bulles, depuis quelques mois, on sait très bien que, enfin moi le premier, c'est très peu respecté. Pas par mauvaise foi, mais c'est juste qu'on veut voir ses parents, c'est tout de suite 2 personnes. Quoi qu'il en soit, il vous reste peu de temps donc pour décider qui dans vos proches, en dehors de votre foyer, constituera votre bulle de 1 pour 1 mois. Et depuis hier soir, l'une des mesures qui fait le plus parler, c'est la fermeture du secteur de l'Horeca pour 1 mois au moins. Une mesure, vous allez le voir, qui n'est pas toujours bien comprise par les tenanciers des cafés et des restaurants. Le reportage de Valentin Moigelot. Dans les rues hier soir, les clients apprennent peu à peu la nouvelle. C'est sans doute leur dernière soirée au restaurant avant minimum 1 mois. Je pense que c'est une mesure qui est normale étant donné l'étendue du Covid. Mais j'avoue que nous, on arrive tout juste à Bruxelles, alors on est un peu triste de ne pas pouvoir plus découvrir la ville cette année. D'un côté, je pense que le gouvernement a raison de prendre ces mesures, bien évidemment. Mais après, bien sûr, on est toujours triste. Enfin, voilà, donc c'est pour ça qu'on profite de notre dernière soirée ici. Ce matin, dans les restaurants, la colère est grande. Séverine tient ce restaurant depuis bientôt 18 ans. Avec la crise du Covid, son établissement a plongé dans le rouge. Et avec les nouvelles mesures, elle doit envisager de fermer définitivement. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est tuer des commerces qui mettent au boulot, moi personnellement, on est 14 ici, 14 personnes potentiellement qui seront tous au chômage dans 1 mois. Parce que moi, j'ai aucune certitude de réouvrir dans 1 mois, aucune. Ce que je vais faire pendant 1 mois, là j'ai des amis qui me disent « tu vas pouvoir te reposer ». Je ne vais pas me reposer. Je vais préparer le document, les dossiers que je vais pouvoir aller déposer au tribunal du commerce pour dire « voilà dans quelle situation je suis, qu'est-ce qu'on fait? On fait faillite ou on fait PRJ ?» On en est là. Il faut se rendre compte de ça. Et on est plein dans le cas. Les autorités annoncent un soutien pour l'Horeca. Il est question d'un doublement du droit passerelle pour le secteur, des montants jugés dérisoires. Ça va me permettre de faire quoi? De payer moi, l'emprunt de ma maison, parce que le sursis qu'on a eu de 6 mois par rapport aux emprunts arrive à échéance. Donc merci l'État de nous permettre de payer le toit au-dessus de notre tête. Et nous, en Horeca, on est juste comme ça, étranglés, assaillis de rappels de paiement, assaillis de courriers de recouvrement, et on n'a aucune possibilité de rembourser qui que ce soit, puisque notre activité est mise à l'arrêt du jour au lendemain. Comment l'Horeca va-t-il encaisser cette nouvelle période de fermeture? Le secteur attend une rencontre avec les autorités. Oui, justement, la fermeture des établissements Horeca va s'accompagner de mesures de compensation. 500 millions d'euros devraient être débloqués au niveau fédéral. Bonjour Rachel Crivellaro. Est-ce qu'on en sait plus sur la mise en œuvre concrète de cette aide ?
Oui, alors il y a eu un accord donc au sein du gouvernement fédéral pour venir en aide à ce secteur sinistré par les mesures anti-Covid qui ont été décidées hier par le comité de concertation. Ces aides, elles vont concerner évidemment le secteur HoReCa, mais au sens large. Il faut également y impliquer les hôtels et également les forains, ainsi que le secteur événementiel. Eh bien, tous ces secteurs vont effectivement bénéficier d'un prolongement du droit passerelle. Vous savez, c'est cette indemnité que l'on donne pour pallier l'absence de revenus. Cette indemnité passerelle est donc prolongée jusqu'au 31 décembre et puis surtout, elle sera doublée. Alors ces secteurs, ils vont également bénéficier d'une exonération des cotisations sociales pendant au moins un trimestre. Et on insiste ici, il s'agit bien d'exonération et non pas de report. Enfin, l'État devrait intervenir également dans le paiement des primes de fin d'année. À noter également, et ça c'est valable pour tous les indépendants, la prolongation d'un revenu minimum garanti pour tous les indépendants qui reprendront des activités après une interruption due à des mesures anti-Covid. Alors concernant le secteur HoReCa, certaines estimations disent que toutes ces aides devraient représenter une aide de 6 000 à 7 000 euros par établissement. Vous l'avez dit, pour le gouvernement fédéral, c'est un coût de 500 millions d'euros qui est budgété. Toutes ces mesures, eh bien, elles vont être présentées officiellement au secteur concerné demain lors d'une conférence de presse. Rachel, voici donc pour les mesures fédérales. Il y en aura aussi sur le plan régional cette fois. Allez, en principe, oui. Vous savez qu'à Bruxelles, la région a décidé de débloquer 3 000 euros pour les bars et les cafés qui ont dû fermer leurs portes suite aux décisions prises par les autorités bruxelloises en début de semaine. Il est question d'élargir ces indemnités, cette aide également aux restaurants. On sait également que côté flamand et côté wallon, on planche également sur des aides complémentaires. Il y a beaucoup de réunions qui sont en cours, notamment du côté wallon, pour essayer d'évaluer le montant de ces aides. Et le travail est très compliqué parce que la situation budgétaire, elle-même est déjà très compliquée et donc pas facile de voir un petit peu comment faire pour venir en aide à ce secteur. Merci beaucoup Rachel pour ces explications en direct. Une question à présent, comment les Belges réagissent-ils à l'annonce de ces nouvelles mesures ? On le sait, la réussite de la stratégie des autorités dépendra de l'adhésion de la population. Et vous allez le voir avec Thomas Deschamps, ce ne sera pas forcément simple. Regardez. Comme des millions de Belges, Annie a suivi en direct hier soir la conférence de presse et les explications qui ont suivi dans les médias. Mais après 14 conseils nationaux de sécurité et 2 comités de concertation, l'incompréhension finit parfois par s'installer. Je l'ai suivi en direct. Je n'ai pas tout compris. On ne sait plus vraiment sur quel pied danser au final. Donc nous on veut bien suivre, on veut bien faire tout ce qu'on nous demande de faire, ça c'est pas un souci. Mais si eux-mêmes ils n'arrêtent pas de changer, c'est difficile. Une enquête menée récemment par Sciences Anno confirme malheureusement ce sentiment. En 6 mois, le pourcentage de personnes qui déclarent comprendre les mesures gouvernementales a diminué de près de 30%, passant de 86 à 58%. Une lassitude qui fait que chacun a aujourd'hui sa petite bête noire, une règle qu'il trouve plus difficile à respecter que d'autres. Le port du masque. Ça, le port du masque, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je le mets parce qu'il faut le mettre, mais si on n'était pas obligé, je ne le mettrais pas. Et la limitation des bulles, par exemple, c'est assez compliqué de respecter le nombre. Et d'office, j'ai dépassé le télétravail. Moi, je suis en télétravail depuis le 16 mars. Donc, je vois mes collègues presque plus, en fait. Soit par vidéoconférence ou de temps en temps, une ou l'autre par semaine. Mais c'est compliqué, oui. Résultat, les Belges seraient de moins en moins enclins à respecter toutes les recommandations. 23% d'entre eux laisseraient parfois tomber les mesures d'hygiène, 41% la distanciation sociale et 17% ne resteraient pas forcément chez eux lorsqu'ils tombent malades. Pire, tous ces chiffres sont en augmentation, alors que ces règles de base restent la meilleure protection face au virus. Il faut le subir, rien à faire. C'est rien faire d'autre. C'est la seule solution pour sortir du virus, c'est de respecter les mesures qui sont données. C'est tout, rien à faire. Seule bonne nouvelle, le respect du port du masque est lui en augmentation et 9 personnes sur 10 déclarent se mettre immédiatement en quarantaine sur demande du tracing. Ce qui signifie tout de même qu'une sur 10 ne le ferait pas forcément.
Et on va faire le point sur les chiffres de l'épidémie. On a enregistré au cours des 24 dernières heures 10 192 nouveaux cas positifs, 32 nouveaux décès et 236 hospitalisations. Les chiffres sont en hausse constante depuis plusieurs jours. Et on va parler de l'épidémie avec vous, Paul Demunck. Vous êtes médecin généraliste, président du groupement belge des omnipraticiens. On va évoquer avec vous la situation sur le terrain, dans votre cabinet, celle que vous vivez au quotidien. Comment cette situation a-t-elle évolué ces dernières semaines, ces derniers jours ? Alors, je vais vous parler de ce que vivent les médecins généralistes de tout le pays, du nord au sud et d'est en ouest. Pas uniquement de ce que je vis moi, puisque moi, je gère une organisation professionnelle. Qu'est-ce qu'ils vivent les médecins généralistes aujourd'hui ? La coupe n'est pas pleine, elle déborde. La maison est en feu, la maison médecine générale est en feu, la digue est rompue. On peut encore éteindre l'incendie et colmater les brèches. Et le quotidien de la médecine générale aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est des coups de téléphone qui sont multipliés par un facteur jamais vu, lié à cette épidémie. Parmi tous ces coups de téléphone pour demander de l'information, pour dire j'ai pas reçu le résultat de mon test, on m'a refoulé, qu'est-ce que je dois faire, je comprends plus rien, le patron me demande un certificat pour revenir, etc. etc. Et vous me disiez, vous avez face à vous des gens qui n'ont pas besoin de soins, mais de papier, c'est ça le problème ? Voilà, c'est ça le problème, c'est ça que je vous explique, c'est qu'on est encombré par de la paperasse inutile qui n'incombe pas à la médecine générale. Et pendant ce temps-là, on a du mal à continuer, ce qui fait quand même l'âme de notre métier, c'est de soigner les malades aigus et chroniques. Il ne faut pas qu'on les oublie parce qu'on est quand même un filtre à des hospitalisations, pour éviter des hospitalisations. Et donc, on est submergé de paperasse inutile en médecine générale et qu'on pourrait éviter. Nous avons fait des propositions. Et autre message aux autorités, il y a par exemple une conférence interministérielle lundi. Est-ce qu'il faut une meilleure communication, notamment ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, on demande aux autorités de prendre des mesures, pas dans une semaine, ce week-end, pour les communiquer après la conférence interministérielle lundi, pour dire désormais, pour avoir un certificat de quarantaine de tel et tel type, pour avoir un test de tel et tel type, vous n'avez plus besoin de contacter votre médecin généraliste. Et nous demandons, avec le nouveau commissaire, on se réjouit qu'il y ait un nouveau commissaire, on se réjouit que, manifestement, l'état-major s'est mis en place et en ordre de marche. Mais maintenant, il faut passer à l'acte et nous ne pouvons pas dire, voyons ça dans une semaine. Il faut décider maintenant, ce week-end et lundi, que tout ce qui est inutile à faire en médecine générale, on puisse trouver une autre solution. On a des propositions, on a un commissaire, enfin je dirais, eh bien maintenant il faut passer à l'acte et on attend vraiment la communication de la conférence interministérielle lundi pour voir si oui ou non on a ces mesures, sinon nous on ne garantit plus rien. Un dernier élément, brièvement, votre message peut-être aux téléspectateurs qui nous regardent, qui sont inquiets, qui se disent « Oh, j'appellerai bien mon médecin généraliste ouais. ». Quel est le message que vous leur adressez ? Quand est-ce qu'ils doivent aller voir leur médecin généraliste ? Ils doivent aller voir leur médecin généraliste quand ils auront une communication claire et qu'on les aura bien informés quand ils doivent aller voir leur médecin généraliste. Et qu'est-ce que vous voulez ? Le patient, il est otage, et nous aussi. Un employeur qui exige un certificat de reprise de travail, une école qui exige un certificat de reprise des cours, etc. Alors que ce n'est même pas recommandé ou dans les recommandations. Nous demandons aux citoyens... oui, de comprendre cela, mais le citoyen ne comprendra cela que quand on lui lâchera la pression. Sinon, dans les cabinets, ça va continuer. Donc, voilà, je m'adresse surtout au monde politique et surtout, s'il vous plaît, si c'est possible, que le monde politique s'adresse à vous pour que dans les médias, on informe les citoyens. Les médecins seront informés aussi, les directeurs d'école, les employeurs, etc. Oui. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir relâcher la pression et garantir que la médecine générale puisse continuer à son âme, à travailler et à assurer la continuité des malades. Une communication claire et rapidement. On a bien compris votre message. Merci beaucoup Pierre Demunck d'être venu aujourd'hui. Paul Demunck, c'est pas grave, mais c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous aussi, on est un peu fatigués. Vous oui, voyez, oui, j'imagine. Merci en tout cas d'être venu. Et puis, dans les mesures décidées hier, certaines auront un impact sur les marchés. Il sera désormais interdit d'y manger et d'y boire. Le nombre de personnes présentes va également être limité. Mais vous allez le voir, pas mal d'incertitudes demeurent. Reportage à Namur, Alexis Gonzalez. Manger son sandwich ou déguster un pain saucisse, des gestes qui ne seront plus autorisés. Une mesure restrictive, mais surtout très floue pour les vendeurs ambulants. On recommence encore dans le même cinéma comme le premier confinement, monsieur. On est sur Namur aujourd'hui, on voit, il y a en sens, il y a en eau, les gens ont leur masque. Qu'est-ce que ça change ? Nous, sur le marché, on a toujours imposé le masque. Et on est dur avec ça. Même les marchands le disent aux clients. Il y a du gel à aux échoppes, il y a de tout.
Alors ici, ça commence de nouveau encore à être la même chose que le premier confinement. Si les marchés aux puces de Noël et les brocantes sont interdits, les marchés et les foires de petite envergure restent ouverts si l'affluence ne dépasse pas 200 personnes. À Namur, avec plus de 100 exposants, il va falloir tout réorganiser. Il faut voir aussi comment ces 200 sont comptés. Est-ce que c'est sur l'ensemble du marché? Est-ce que c'est sur une rue par rue dans le marché? Donc il faut vraiment avoir des précisions. On reste encore dans le flou, mais vraiment notre volonté à Namur est de maintenir les marchés, bien sûr. Rester ouvert, c'est une bonne nouvelle, mais le public viendra-t-il avec des mesures plus restrictives? Cette dame a déjà du mal à respecter les règles actuelles. Pour les personnes âgées et tout ça, c'est déjà qu'on nous a choisi déménager et tout. Il faut tout trouver. Et puis alors, quand vous arrivez, bon, vous passez, le marchand il est plus loin, vous devez retourner, c'est pas possible, quoi. Du côté des commerçants, on craint une nouvelle diminution de la clientèle. On n'est même pas encore remis exactement de ce qu'on a vécu pendant le confinement il y a quelques mois. La norme du coup va être le télétravail, les restaurants vont être fermés, etc. Donc les gens vont être dans une routine où ils sont chez eux et doivent sortir le moins du tout. Des mesures plus restrictives, une affluence limitée et des contrôles renforcés, voilà la nouvelle réalité pour les marchés dans les prochaines semaines.